Je vous remercie d'abord, merci à Jean-Jacques Affringue, à Jean-Pierre Camoin de m'avoir invité à cette Assemblée Générale. Et puis merci à tous, aux administrateurs, aux salariés du Pacte des Bouches-du-Rhône, dont j'ai pu apprécier le travail. Alors je lirai attentivement la clé USB pour voir le détail, mais j'ai beaucoup apprécié la visite ce matin et le travail de qualité qui a été fait ici à Martigues. Alors évidemment, quand on réhabilite des logements, ça se visite, ça se visualise. Il y a d'autres choses qui sont plus difficiles à visualiser, telles que l'accompagnement social, telles que les diagnostics sociaux. Mais en général, quand la qualité y est sur une intervention du pacte, c'est qu'elle est sur l'ensemble des activités. Et là, le niveau est élevé. Donc bravo. Puis bravo aussi pour cette Assemblée Générale, parce que je trouve que très bien, c'est bien dans le positionnement des pactes, à la fois d'être dans l'action, et puis aussi d'être capable de réfléchir, de se poser, de réfléchir et de réfléchir avec nos partenaires, pour pouvoir, y compris interpeller, pourquoi pas, nos partenaires, les collectivités, parce qu'on sait que notre action, les défis que nous voulons relever, nous ne pouvons pas les relever seuls, que ça doit s'inscrire dans des politiques, que par rapport à ces politiques, d'ailleurs, nous devons nous inscrire en force de proposition. Fatih Bouharoua l'évoquait tout à l'heure, mais nous devons nous inscrire en partenaire de la puissance publique et donc apporter notre propre réflexion, nos propres constats pour qu'ensemble on élabore des réponses mieux adaptées aux situations que l'on rencontre. Ce que je note aussi, enfin bon, on est là dans un pacte ancien, et beaucoup de pactes sont très anciens aujourd'hui, 64 ans pour le vôtre. Et je trouve, moi en ce moment, arrivant à la Fédération Pacte, je suis en ce moment très sensible à ce dialogue entre le passé et l'avenir, parce que pour moi, les pactes, c'est aussi le début de ma carrière. Je ne dirais pas en quelle année, ça fait très longtemps maintenant, puisque ça fait 30 ans d'ailleurs que j'avais quitté les pactes, sans jamais les perdre de vue, parce que j'étais toujours sur ces sujets. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est de voir combien, tout en étant à se poser des questions, à se remettre en cause, on est bien toujours sur le même positionnement, sur la même démarche, les mêmes valeurs finalement, ce qui nous motive n'a pas changé, c'est qu'il y a des gens qui sont en difficulté dans le logement, et face à ça, il y a un esprit militant, un refus de la résignation, une démarche à la fois pragmatique et puis en même temps il faut être un peu dans le projet, voire dans l'utopie pour faire avancer les choses, et donc ce dialogue aussi entre l'action et puis la réflexion, tout ça c'est le mouvement Pacte, et ça l'était hier et ça le sera demain. Alors cela dit, bien évidemment il y a des choses qui nous amènent à nous remettre en cause. D'abord l'évolution des besoins. On a parlé de besoins particuliers aujourd'hui, notamment ceux qui sont ces personnes qui sont prises en charge dans le cadre du programme Un chez soi d'abord, des personnes qui ont des difficultés psychiques, qui ont un passé souvent d'errance, qui sont en lourdes difficultés, pour lesquelles il faut des réponses adaptées. On a évoqué aussi le DALO. Moi, quand j'étais rapporteur du comité de suivi de la loi DALO, et à chaque fois que je regardais les chiffres de relogement, je protestais contre le fait qu'il n'y avait quasiment pas de relogement dans le parc privé au niveau national. Et je notais qu'il y avait un seul département de France où les chiffres étaient significatifs, donc chiffres de relogement dans le parc privé, et c'est le département des Bouches-du-Rhône. Et je pense que le pacte y est effectivement pour beaucoup. Mais c'est quelque chose de très important, parce que effectivement, il y a à la fois des personnes
qui, de par leur mode de vie, leurs particularités, auront du mal à s'intégrer dans l'habitat HLM tel qu'il est aujourd'hui. Puis il y a aussi le besoin de mobiliser des logements qui, si on n'intervient pas, sortent, se tournent vers d'autres publics, dont les loyers se renchérissent, qui deviennent inabordables pour les personnes de ressources modestes et avec des quartiers entiers qui leur sont interdits. Donc il y a une action à mener pour maintenir du parc locatif privé à vocation sociale. Je crois d'ailleurs que de ce point de vue, le chantier devant nous est énorme. Alors, il se trouve que dans les Bouches-du-Rhône, on est plus avancé qu'ailleurs dans ce domaine. Ça n'empêche que les besoins sont considérables. Donc voilà, il y a ces besoins-là. Il y a d'autres besoins qui ont été évoqués sur l'habitat indigne, ce qui renvoie aussi au DALO, parce que le DALO, pour moi, ça n'a jamais été, l'objectif n'a jamais été de demander à des gens de s'inscrire dans une démarche qui ensuite conduit à leur relogement. Il y a ça, bien sûr, c'est la garantie qu'on leur apporte. Mais il faut aussi qu'on se pose des questions sur ce qui fait que des personnes sont en difficulté et sont amenées aujourd'hui à faire un recours DALO. Et notamment des personnes qui sont dans des logements insalubres, indécents. Il ne faut pas attendre qu'elles aient fait un recours pour les reloger dans du parc social. Il faut intervenir dans leur logement, réhabiliter leur logement, donc traiter les situations d'habitat indigne. On a des enjeux sur la précarité énergétique qui sont considérables. On a des enjeux liés au vieillissement de la population, l'adaptation des logements. Bref, tout ça fait des besoins qui bougent quantitativement, qui bougent qualitativement. Et face à ça, bien évidemment, nous sommes interpellés pour adapter nos réponses. Il y a aussi un environnement qui bouge au niveau institutionnel et donc dans notre positionnement, nous, par rapport à la puissance publique, parce qu'il y a la décentralisation et le chantier n'est pas fini, ça va encore bouger. Et puis, au cours des dernières décennies, on a vu aussi évoluer notre mode de relation avec les collectivités à travers le recours de plus en plus à des procédures d'appel d'offres qui nous mettent dans une position de prestataire qui n'est pas forcément la plus confortable, la plus facile, qui n'est pas forcément celle que l'on souhaiterait, en tout cas qui ne correspond pas forcément à la conception que l'on se fait de ce que doit être notre relation avec les collectivités. Donc ça nous amène aussi à nous remettre en cause, à réfléchir, d'autant qu'on est également fragilisé. Bon, cette association, je n'ai pas vu les comptes, mais j'espère qu'elle se porte correctement. D'autres souffrent considérablement et moi ce que je découvre en tant que nouveau directeur général de la fédération, c'est que voilà, je suis alerté tous les jours sur telle association Pacte qui est prête à déposer son bilan ou en tout cas qui est en grave difficulté. Nos associations sont fragiles. C'est pas forcément nouveau d'ailleurs, hein, parce que par le passé on en a vu qui ont disparu déjà, mais c'est une situation dont on ne peut pas se satisfaire. Et donc c'est pour répondre à ces enjeux que le mouvement Pacte a engagé cette démarche Élan 2016, qui a d'abord été une démarche de réflexion à laquelle le président Xavier Delannoy a appelé l'ensemble du mouvement. Il y a eu des commissions qui ont été constituées au niveau national, 4 grandes commissions. Il y a eu des forums organisés dans les régions. Il y a eu une plateforme, un intranet qui a permis de mobiliser des salariés, des administrateurs du mouvement, parce que tous ont quelque chose à dire par rapport aux situations qu'ils vivent et par rapport aux propositions qui peuvent être faites. Et puis donc, voilà, toute cette démarche avec un séminaire, avec une convention qui s'est tenue donc les 10 et 11 juin, a débouché sur un texte qui constitue maintenant la feuille de route du mouvement, le texte Élan 2016. J'invite d'ailleurs les administrateurs, les salariés qui ne l'auraient pas encore lu à le faire et surtout à la diffuser, parce que c'est vraiment, on a voulu un document synthétique qui est loin d'épuiser la richesse des débats, des travaux, notamment dans les commissions, hein,
et rien ne sera perdu de la richesse de ces travaux dans notre plan d'action, mais on a voulu un document synthétique qui dise l'essentiel de notre positionnement pour les années à venir. Alors ce positionnement, il peut se résumer en un objectif, 4 engagements et une méthode pour parvenir à mettre tout ça en œuvre. L'objectif, il est de déployer sur l'ensemble du territoire un socle commun d'intervention en faveur des personnes défavorisées, fragiles ou vulnérables, et ce sur 2 axes, le maintien et l'accès dans le logement. Le socle commun d'intervention, de métier que nous avons défini, il est le suivant: l'accompagnement des personnes, la réhabilitation individuelle accompagnée, la production d'habitat durable, la gestion locative sociale et la conduite de projets de territoire. On n'a pas dit pour Fatih si l'accompagnement des personnes concernait les mêmes personnes que la gestion locative sociale, on ne l'a pas dit, et le débat peut effectivement rester ouvert. Je crois que c'est un débat à aborder avec beaucoup de pragmatisme, tout en ayant bien en tête effectivement que l'objectif c'est le droit au logement et qu'on doit se situer dans ce cadre-là. Mais voilà, enfin, dans cet objectif, bien sûr, l'idée forte, c'est le déploiement, c'est de faire plus, c'est de changer d'échelle. Au passage, il nous a permis peut-être de redéfinir nos interventions et de donner plus de lisibilité, parce que la difficulté une des difficultés qu'on peut rencontrer en termes de communication, je crois qu'il y a un défaut d'image des pactes au niveau national, c'est que on nous assimile à telle activité ou à telle activité, on est l'opérateur du parc privé, mais en réalité on intervient aussi quelquefois dans des parcs dans le parc social, on est quelquefois l'opérateur pour accompagner la réhabilitation des logements, mais on est aussi dans l'accompagnement social, tout ça est complexe. Je trouve que c'est maintenant résumé de façon beaucoup plus lisible. Notre objectif, c'est le maintien et l'accès au logement de personnes en difficulté, fragiles ou vulnérables. Voilà la mission que les pactes se sont donnés. Elle n'est pas nouvelle, mais elle est peut-être réécrite d'une façon qui est plus facile à faire comprendre. Et en tout cas, l'objectif, c'est bien d'en assurer le déploiement, de changer d'échelle. Alors, cela suppose pour nous de tenir 4 engagements. Le premier engagement est de renforcer la cohésion du mouvement Pacte. Notre mouvement, il est basé sur des associations locales et nous voulons garder cet ancrage à partir d'associations locales, parce que les associations locales, c'est la proximité avec les territoires, ce sont des administrateurs bénévoles qui viennent dans les conseils d'administration, c'est notre lien avec la société civile. Et on veut même le renforcer, ce lien avec la société civile. Il y aura un plan bénévolat pour à la fois assurer notre capacité de renouveler nos administrateurs et y compris, on l'envisage, de développer des activités de bénévolat, du bénévolat d'activité, ce que nous n'avons plus, sauf exception dans les pactes. Bien sûr sur des activités qui ne sont pas prises en charge par des salariés, qui ne peuvent pas être prises en charge par des salariés, mais de façon complémentaire. Il nous semble qu'on a besoin de renforcer cette identité associative. Et cette identité associative, donc, elle se vit au niveau local. Mais en même temps, nous sommes un mouvement uni et nous voulons renforcer notre cohésion. Le projet, il est commun. Cette feuille de route que je vous présente, elle est commune. Elle doit engager chacun des administrateurs, chacun des salariés du mouvement. Et nous avons prévu de réécrire le contrat d'adhésion passé entre les associations et la fédération pour renforcer les liens et bien définir les engagements respectifs. Une association qui adhère à la fédération Pacte, elle s'engage à participer à un projet commun. Elle va bénéficier de la solidarité de l'ensemble du mouvement. Il y a des engagements de la fédération, mais il y a aussi des engagements de chaque association pour qu'on puisse faire avancer tout le monde ensemble. Et puis, j'ai parlé du local, j'ai parlé du national, il y a un échelon qui est essentiel, c'est le territorial, l'échelon intermédiaire qui nous paraît le lieu où on peut organiser, assurer le déploiement de nos activités, l'organisation de services communs, les mutualisations. J'assisterai demain à l'Assemblée constitutive de l'Union territoriale Méditerranée
à l'invitation de Daniel Robquin. Et je pense que c'est effectivement des échelons qu'il faut absolument développer. Nous prévoyons de demander à chaque association demain d'être membre d'une union territoriale. Donc ça, c'était le premier engagement, renforcer la cohésion du mouvement PACT. Le deuxième, il consiste à développer une stratégie d'alliance. Cet objectif de déploiement de nos activités, nous savons bien que nous n'allons pas y arriver seuls et nous n'avons pas non plus d'ailleurs de raison de vouloir faire tout seul là où d'autres associations sont déjà à l'œuvre et le font bien. Donc il y a des partenariats divers avec des réseaux associatifs qui interviennent dans divers domaines, mais il y a particulièrement des associations qui sont sur les mêmes métiers que nous. On a évoqué les ALI, acteurs du logement d'insertion, qui réunissent la Fédération des Pactes avec la FAPIL et avec l'UNAFO. Avec les ALI, nous allons continuer à travailler ensemble. Nous avons déjà eu des réunions cet été et nous devrions déboucher sur une plateforme de collaboration à l'automne. Et puis il y a le réseau Habitat et Développement, pour lequel nous avons une vieille histoire relationnelle pas toujours simple, parce que ce sont des associations qui sont vraiment sur les mêmes métiers que nous, hein. Alors pas sur la maîtrise d'ouvrage d'insertion en règle générale, mais pour le reste, ils sont sur les mêmes métiers que nous, au point que certaines associations adhèrent aux deux fédérations. Et elles nous disent, mais attendez, pourquoi deux fédérations fusionnées? Et puis dans d'autres territoires, on adhère à l'un ou à l'autre, et quelquefois on se fait concurrence. Et la concurrence n'a pas de sens entre associations. Et elle est même dangereuse parce qu'elle conduit finalement à mettre en péril nos diverses associations. Donc ce que nous avons prévu, c'est d'essayer de nous rapprocher, y compris avec la perspective d'une fusion. Nous verrons si nous pouvons aller jusque-là, mais en tout cas, nous avons fixé cette perspective. Ça suppose qu'on arrive à dégager un projet associatif commun au niveau national, mais dans l'ensemble des territoires. Dans un premier temps, nous avons une réunion des deux fédérations ce jeudi. Nous allons passer en revue ce qui nous rapproche, ce qui nous distingue, et puis nous allons engager donc ce processus de rapprochement. Je dis fusion, non mais personnellement j'espère qu'on pourra aller jusque-là parce que je pense qu'on serait plus fort effectivement. Mais même si on n'allait pas jusque-là, il faut de toute façon absolument être dans une attitude de coopération entre les réseaux associatifs, et ça, il faudra qu'on en trouve absolument les modalités et le cadre très rapidement. Le troisième engagement consiste à conforter la place du mouvement PACT dans l'économie sociale et solidaire en le dotant d'outils financiers propres. Alors effectivement, il va y avoir une loi sur l'économie sociale et solidaire d'ailleurs, et nous entendons bien nous situer comme entreprise de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes des associations, mais nous sommes des entreprises confrontées à une gestion, à un contexte économique. Nous voulons absolument faire évoluer notre relation, notre mode de contractualisation avec les collectivités. Depuis la loi de 2009, nous sommes reconnus services sociaux d'intérêt général sur l'ingénierie sociale, sur la maîtrise d'ouvrage d'insertion, sur l'accompagnement, ce qui nous permet de contractualiser dans le cadre de conventions avec des subventions et non pas de répondre à des appels d'offres. Il nous reste à convaincre quelquefois au niveau juridique les services des collectivités qui pensent qu'on doit forcément passer par des procédures d'appel d'offres. Il nous reste à convaincre aussi au plan politique que l'appel d'offres n'est pas la bonne façon de définir les engagements d'une association dans un partenariat bien construit avec la puissance publique. En tout cas, nous voulons être des partenaires et non pas des prestataires. Nous apportons une réflexion, nous apportons des propositions, nous sommes force d'initiative. Nous acceptons bien évidemment que la puissance publique qui finance pose ses exigences, mais la meilleure garantie
du respect des objectifs qui sont définis, qui doivent être définis en commun, nous semble être dans des modes de contractualisation librement négociés et avec un suivi, avec des indicateurs. On va faire un travail d'ailleurs au niveau fédéral sur des indicateurs d'utilité sociale, d'utilité territoriale pour mieux mettre en évidence l'apport que nos associations peuvent avoir dans leurs différentes interventions. Et puis, comme nous sommes des entreprises fragiles, nous souhaitons nous renforcer en nous dotant d'outils financiers propres. On ne va pas remplacer les subventions de l'ANA ni les subventions des collectivités, mais essayer de nous doter de fonds. On avait un vieil outil, encore plus vieux que le mouvement Pacte d'ailleurs, encore plus vieux que le premier Pacte, c'est la Ligue nationale contre le taudis, qui est une association d'utilité publique, qui est en sommeil aujourd'hui, qui normalement nous permet de collecter, de recevoir des dons. Nous allons essayer de réactiver cet outil, probablement en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, parce que là il y a un savoir-faire, il y a je dirais, une force de frappe que nous n'avons pas, donc on y réfléchit ensemble au niveau national. Mais notre ambition est de pouvoir apporter, et notamment aux structures telles que la SA-UES, une sécurisation qui permette de développer son activité, parce qu'on a beaucoup travaillé ces dernières années sur la qualité de gestion, les plans de patrimoine, etc. Et je pense qu'on a des outils solides, pas partout, mais on commence à avoir des outils solides. La difficulté, c'est de passer à une autre échelle de production. On a besoin de passer à une autre échelle de production, et donc pour ça, il faut qu'on arrive à capter des fonds qui nous sécurisent. Le dernier engagement, quatrième engagement, c'est de certifier la qualité du service rendu. Nous avons des idées pour développer la qualité de nos interventions, qu'il s'agisse du conseil en habitat, qu'il s'agisse, j'ai pas parlé sur, ça rejoint les outils financiers, mais on veut aussi mettre en place au niveau national un outil de microcrédit, de caisse d'avance pour pouvoir compléter les plans de financement. Ce sont des choses qui nous font mettre en place. Mais il y a aussi la question de la qualité au quotidien du travail fait dans les pactes, du service qui est apporté. Depuis 2008, certaines associations se sont engagées dans une démarche de certification qui a été mise en place par la fédération, la certification Calicert. Nous avons pris l'engagement donc à la convention de Saint-Denis les 10 et 11 juin que l'ensemble du mouvement Pacte serait certifié Calicert d'ici à fin 2016. Donc ça veut dire l'ensemble des associations, l'ensemble des unions régionales ou territoriales, et bien sûr les services fédéraux. C'est un engagement exigeant, hein. On avait dans un premier temps envisagé de se donner un peu plus de temps, mais finalement on s'est dit que c'est nécessaire parce que cette démarche, oui, ça demande du travail, mais finalement elle fait avancer et finalement elle améliore la productivité quand on la mène bien. Et puis vis-à-vis de nos partenaires, c'est aussi un signal fort qui est donné. Voilà, on s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire et on est capable de certifier, de garantir notre qualité de service. Voilà donc les engagements que nous avons pris à Saint-Denis. Derrière ça, la méthode, c'est de définir un plan d'action. C'est le travail sur lequel nous sommes actuellement. C'est-à-dire qu'au mois d'octobre, le conseil d'administration arrêtera un plan d'action qui fixera un calendrier, qui fixera les éléments budgétaires permettant d'atteindre, de tenir ces engagements. Et donc voilà, bien évidemment, on vous tient au courant, mais d'ores et déjà, cette feuille de route, elle s'applique, elle concerne pas simplement la fédération, elle concerne chacune des associations du mouvement, et donc je compte sur chacun. Je pense qu'il y a le but, c'est de faire avancer tout le monde. Hein, et je sais j'évoquais, il y a des territoires où on est en difficulté, on se bat déjà pour la survie quelquefois. Mais ce n'est pas parce qu'on se bat pour la survie qu'il ne faut pas parler
déploiement des activités, parce que d'ailleurs la survie, elle est bien souvent à ce prix, c'est de pouvoir justifier auprès de nos financeurs le sauvetage d'une association Pacte par les moyens qui permettront de répondre à des besoins auxquels nous ne répondons pas actuellement. La qualité de service, alors je sais que c'est plus difficile à aborder quand on est dans une situation où on se bat avec la trésorerie, mais le cap est fixé et je pense qu'il faut le tenir partout. Donc voilà, la démarche Élan, elle vise à avancer sur les territoires qui sont en difficulté, elle vise à avancer sur les territoires où on n'est pas forcément en difficulté, mais on s'est peut-être un peu endormi sur des activités bien rodées qui fonctionnent à la satisfaction de tous, mais qu'on a oublié qu'il y avait d'autres besoins nouveaux qui étaient apparus et qu'on n'est pas allé développer des initiatives, des propositions nouvelles pour y répondre. Puis ça s'adresse aussi à des territoires comme les Bouches-du-Rhône, où on répond déjà bien, mais en même temps, quand on voit les chiffres du DALO par exemple, on se dit qu'on peut faire, il y a besoin de faire encore beaucoup plus. Et donc voilà, la démarche Élan concerne tout le monde, mais peut-être que ceux qui sont un peu plus avancés, qui ont démontré leur capacité à faire, qui ont ouvert des pistes nouvelles, auront une responsabilité particulière pour nous aider à faire avancer tout le monde. Jean-Jacques, on compte sur toi. Et je crois que ce mouvement Pacte, c'est un collectif. Et moi, c'est ce qui, d'ailleurs, je vous dirais, m'enthousiasme en arrivant ici, parce que je devrais peut-être pas être enthousiaste quand on voit les difficultés auxquelles on est tous confrontés, mais en même temps, je trouve qu'il y a vraiment une volonté qui s'est exprimée très fortement à la Convention. Hein. Ces engagements forts, ils ont été adoptés. Il y a eu 4 abstentions sur plus de 200 votants, c'est tout, zéro vote contre. C'est quand même que ces engagements sont largement partagés. Et quand je vais dans les pactes, je suis encore loin d'avoir vu tout le monde, mais je rencontre des gens motivés, des gens qui ont envie, des gens qui font des choses. Et donc, oui, moi je crois que ces engagements-là, ils seront tenus, mais ils seront tenus si on sait effectivement faire collectif. C'est ça la force aussi de ce mouvement. Ce n'est pas une addition d'associations locales, ce n'est pas un simple réseau associatif. Non, c'est un mouvement avec son unité. Et moi, je me sens... je dirais que je me sens chez moi dans chacun des pactes aujourd'hui, parce que je retrouve cet esprit qui était celui que j'ai connu jeune salarié, avant même d'être salarié, bénévole, intervenant auprès d'une association pacte. Je retrouve les mêmes valeurs, la même envie de ne pas se résigner à ces situations de mal logement. Et donc, avec cette volonté, avec ces énergies, avec cette démarche collective, je pense que nous pouvons effectivement faire de grandes choses. En tout cas, c'est indispensable. Merci. Merci.